Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. L'aéroport de Regina à nouveau réprimandé par le commissaire aux langues officielles. Un an après les recommandations du commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, l'autorité aéroportuaire de Regina n'a toujours pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir l'égalité linguistique au sein de l'aéroport. Selon les documents obtenus par Radio-Canada, Raymond Théberge a formulé des recommandations à l'attention de l'autorité aéroportuaire de Regina concernant des plaintes déposée contre elle. Dans la première plainte déposée en décembre 2021, le plaignant a relevé que les messages d'accueil de la boîte vocale et les options du menu d'appel de l'administration générale de l'aéroport international de Regina étaient uniquement en anglais. Après avoir analysé la plainte, M. Théberge a demandé à l'autorité aéroportuaire de Regina de mettre en place des mesures pour veiller à ce que toutes les lignes téléphoniques accessibles au public de l'institution présentent une offre active de services bilingues ainsi que des messages d'accueil de boîte vocale et des options de menu d'appel de qualité égale dans les deux langues officielles. Dans son rapport préliminaire sur le suivi des recommandations, le commissariat aux langues officielles du Canada a classé cette recommandation comme non mise en œuvre. Selon ce dernier, l'autorité aéroportuaire de Regina n'a fourni aucune pièce justificative qui démontre qu'elle a mis en œuvre cette recommandation. Le commissariat aux langues officielles a appelé la ligne téléphonique de l'administration générale de l'autorité aéroportuaire de Regina le 21 mai 2024 et a confirmé que les messages automatisés et les options du menu d'appel étaient toujours en anglais uniquement, écrit M. Théberge dans son rapport. Dans la seconde plainte déposée en janvier 2022, le plaignant a affirmé que l'enseigne placée à l'entrée de l'aéroport indiquant Welcome to Regina International Airport était exclusivement en anglais, le commissaire aux langues officielles encourageant vivement l'autorité aéroportuaire de Regina à prendre les mesures requises pour se conformer à ses obligations énoncées dans la loi sur les langues officielles et le règlement sur les langues officielles. Le Manitoba et la Nouvelle-Écosse en voie de signer une entente sur la francophonie. Les gouvernements provinciaux du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse signeront bientôt une entente de collaboration sur les affaires francophones. Ce genre d'entente vise à améliorer le partage d'informations pour contribuer à l'épanouissement de francophones dans les deux provinces. Il s'agit d'une priorité énoncée dans le cahier de transition du ministre des Affaires francophones du Manitoba, Glenn Simard, que Radio-Canada a obtenu grâce à une demande d'accès à l'information. Le document partiellement caviardé indique que la création d'une entente a fait l'objet de discussions en 2022 lors d'une réunion du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. Il s'agit d'une entente de 4 ans et elle doit donner des occasions aux francophones manitobains et néo-écossais de partager de l'information et de l'expertise pour améliorer la vitalité des deux communautés francophones. Les initiatives pourraient inclure le partage et l'échange d'informations et d'expertise, ainsi que de la coopération dans les secteurs de l'éducation, de l'immigration, des services provinciaux et municipaux, du développement économique, du tourisme et de la culture, poursuit le porte-parole. Le secrétariat aux affaires francophones du Manitoba et l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse serviront de liaison pour diverses entités publiques et organismes communautaires dans le cadre de cette entente. La province ne mentionne pas une somme d'argent attachée à l'entente, mais des ententes similaires entre le Manitoba et d'autres provinces comprennent un financement d'initiatives de coopération. Le Manitoba a des ententes de coopération en matière d'affaires francophones avec le Québec, le Nouveau-Brunswick, le Canada, ainsi que le Basse-Rhin et la Basse-Normandie en France. Les ententes avec les provinces prévoient une collaboration dans presque tous les domaines de compétences des gouvernements provinciaux. L'entente actuelle entre le Manitoba et le Nouveau-Brunswick remonte à 2002. Une entreprise albertaine s'allie avec les fonds de croissance du Canada pour un projet de captage du carbone. Une entreprise albertaine a conclu un accord avec le Fonds de croissance du Canada pour un projet de captage du carbone à partir de déchets d'enfouissement. L'entente annoncée mardi devrait lui permettre de détourner les déchets solides autrement destinés à la décharge de la ville d'Edmonton et de les incinérer pour produire de l'électricité. Gibson Energy, une société de Calgary cotée en bourse qui exploite
exploite des oléoducs et des terminaux de stockage de pétrole brut en Amérique du Nord, est devenue ainsi la deuxième à obtenir un contrat de garantie du prix du carbone par l'intermédiaire du Fonds de croissance du Canada. L'accord avec le Fonds de croissance du Canada, qui est un fonds fédéral doté de 15 milliards de dollars, aiderait Gibson Energy à accélérer le développement de son projet. Le projet albertain serait la première installation canadienne de valorisation énergétique des déchets dotée d'une technologie de captage du carbone qui permettrait de piéger les émissions du gaz à effet de serre produites dans le cadre du processus de sorte qu'aucune ne se retrouve dans l'atmosphère. Selon les termes de l'accord, Gibson détiendrait 50% du projet, tandis que le Fonds de croissance du Canada en détiendrait 40%. Varm Energy, la filiale canadienne de la société mère norvégienne Green Transition Holding, participera au développement et à la construction du projet et détiendra les 10% restants. L'accord comprend un mécanisme de garantie du prix du carbone pour lequel le Fonds de croissance du Canada s'engage à acheter 200 000 tonnes par an de crédits carbone générés par le projet à un prix initial de 85 $ la tonne pour une durée de 15 ans. Gibson Energy et ses partenaires prévoient de prendre une décision d'investissement finale sur le projet de capture du carbone des déchets de décharge au début de l'an prochain avec une date cible de démarrage en 2027. Les premiers ministres de l'Ouest et du Nord discutent d'économie et d'infrastructure. La rencontre des premiers ministres de l'Ouest et du Nord vient de se conclure à Whitehorse, où les dirigeants se sont entretenus pendant 2 jours sur une variété d'enjeux propres à la région. Ils ont discuté d'infrastructures, d'économie, d'abordabilité, de réponse aux urgences et de sécurité dans l'Arctique. Ils en ont profité pour demander d'une voix unifiée au gouvernement fédéral de veiller à ce que l'Ouest canadien reçoive sa juste part des fonds fédéraux alloués aux projets d'infrastructure et de développement économique. Les 7 dirigeants ont signé un protocole d'entente dans lequel chacun de leurs priorités en matière d'infrastructure a été listé. Le document servira à faire front commun devant Ottawa, mais aussi devant le Conseil de la Fédération qui regroupe l'ensemble des dirigeants provinciaux et territoriaux du pays. L'Ouest et le Nord demandent aussi à Ottawa d'appuyer le développement des ressources énergétiques émergentes comme les biocarburants, l'hydrogène, les petits réacteurs nucléaires et les minéraux critiques, tout en soutenant l'industrie du pétrole, du gaz et de l'hydroélectricité. La Colombie-Britannique et l'Alberta sont en discussion concernant la production d'hydrogène. Sans spécifier si les 2 provinces sont parvenues à un accord, la première ministre albertaine a estimé qu'il y a un esprit de collaboration entre les 2 provinces et le gouvernement fédéral sur le sujet. L'année dernière, la conférence a eu lieu à Whistler en Colombie-Britannique et le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, avait assuré qu'il est essentiel pour l'avenir du Yukon d'entretenir des relations positives avec les provinces et territoires de l'Ouest. Il s'agit également d'une importante occasion d'affaires pour Whitehorse, hôte de l'événement, dit le cabinet de Ranj Pillai, car cela peut aider à stimuler l'économie locale et le secteur touristique. Chaque province et territoire accueille la rencontre à tour de rôle. Ce sera au tour des territoires du Nord-Ouest d'être hôte de la conférence en 2025. Les députés du territoire du Nord-Ouest demandent davantage de moyens pour la Gendarmerie royale du Canada à Hay River. Les simples députés de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest exhortent le gouvernement à augmenter les ressources de la Gendarmerie royale du Canada à Hay River en réponse à la hausse de la criminalité. Certains habitants estiment que les politiciens devraient adopter une approche plus préventive. Vendredi, tous les simples députés ont voté en faveur d'une motion visant à rétablir une unité canine de la Gendarmerie royale du Canada à Hay River, une ressource que la ville avait perdue en 2018. À travers de cette motion, il demande également au gouvernement et à la police de répondre à la hausse de la criminalité à Hay River. Les ministres se sont abstenus lors du vote. Richard Edgericon, député de la circonscription de Toonedé-Willydale, a présenté la motion. Il a cité les données de la police qui montrent qu'il y a en moyenne 1,5 appelés liés à des méfaits chaque jour à Hay River et une moyenne de 7,5 appels liés à des agressions chaque mois. Richard Edgericon estime que la hausse de la criminalité à Hay River se répercute sur l'ensemble du territoire et que les communautés voisines comme Fort Resolution connaissent la même tendance. Certains habitants de Hay River estiment que les ressources consacrées au maintien de l'ordre pourraient être mieux utilisées si elles étaient affectées à du soutien social. R.J. Simpson, premier ministre des territoires du Nord-Ouest, ministre de la Justice et député
sécurité de Air River North, a déclaré vendredi qu'il était conscient des problèmes et que le gouvernement répondrait à la motion dans un délai de 120 jours. Le projet de budget actuellement discuté à l'Assemblée propose une augmentation des fonds publics pour soutenir la Gendarmerie royale du Canada sur l'ensemble du territoire. Il suggère la création d'une unité territoriale de réduction de la criminalité de 1,3 million de dollars pour des ressources spécialisées afin de soutenir les enquêtes. Le jeune Nunavummiut se familiarise avec les risques de la rage, identifier les signes avant-coureurs d'une infection par la rage chez un animal ou encore savoir ce qu'il faut faire après une morsure sont quelques-unes des notions que peuvent maintenant apprendre en classe des élèves de 5e et 6e année du Nunavut. La branche de Vétérinaires sans frontières en Amérique du Nord a récemment mis sur pied un programme de prévention de la rage censé répondre au manque de formation en la matière. La gestionnaire des programmes du Nord canadien de l'organisme à but non lucratif Vétérinaires sans frontières, Mariki van der Velden, affirme que le programme vise surtout à sensibiliser les jeunes aux risques de la rage et aux manières de la prévenir. Au Nunavut, il arrive occasionnellement que des animaux sauvages, principalement des renards, soient infectés par cette maladie infectieuse, presque toujours mortelle. Depuis le 1er janvier 2021, 20 renards et 4 chiens ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la rage, selon le ministère territorial de la Santé. Lancé jeudi, la formation est offerte en anglais dans 2 dialectes régionaux de l'Inuktitut ainsi que le Inuit Nakton. À l'heure actuelle, elle est accessible dans les 6 communautés partenaires de Vétérinaires sans frontières au Nunavut, à savoir Kimirut, Kikitarijuak, Igloolik, Kugluktuk, Joa Even et Taloyoak. Elle comprend 4 leçons de 45 minutes accompagnées de présentations PowerPoint, de documents à distribuer et d'une section de commentaires destinée à la rétroaction des enseignants. La force de la formation repose d'ailleurs sur l'inclusion d'illustrations, de photographies et de références qui sont familières aux élèves selon l'enseignante. Au Nunavut, le système d'éducation s'appuie sur le cursus scolaire de l'Alberta. Le fil sportif. La francophonie manitobaine porte le velours FC lors d'une journée à Winnipeg. Dimanche, de nombreuses familles et amateurs de soccer ont pris part à la 2e édition de la journée francophone avec l'équipe winnipégoise Valour FC qui s'est déroulée au stade Princess Auto à Winnipeg. Cet événement a été organisé par la Société de la francophonie manitobaine et Sport en français. L'événement a été marqué par un affrontement entre le Valour FC et l'Atlético d'Ottawa. Malgré la défaite de 2-0 du Valour FC, l'enthousiasme des participants était palpable. En février 2023, Sport en français avait permis à une trentaine d'enfants francophones âgés de 3 à 11 ans de s'entraîner avec les joueurs professionnels du Valour FC au complexe multisport de l'Université de Winnipeg, le RecPlex. Premier match et première victoire pour les Alouettes. Dans une reprise de la dernière finale de la Coupe Grey, remportée 28-24 par Montréal, les Alouettes ont à nouveau vaincu les Blue Bombers, cette fois par un score de 27-12 dans le premier match de la saison de la Ligue canadienne de football jeudi soir à Winnipeg. Les Blue Bombers espéraient commencer la nouvelle campagne avec force devant leurs partisans après avoir montré un dossier de 31 victoires, 3 défaites à domicile à leurs 4 dernières saisons. Tyson Philpott a inscrit 2 touchés pour les visiteurs. Le quart Cody Fajardo a complété 20 de ses 28 tentatives de passe. Les Panthers en pleine maîtrise de la finale. Evan Rodriguez a marqué 2 fois. Les Panthers ont vaincu les Oilers 4-1 lundi à Sunrise pour mener la série finale de la Coupe Stanley 2-0. C'est la 2e fois depuis le début des séries que les Oilers perdent 2 matchs consécutifs. Le scénario de la première période a été sensiblement le même que lors du premier affrontement, mais les rôles ont été inversés. Les Panthers ont dominé le jeu pour une grande majorité de l'engagement, mais ce sont les Oilers qui se sont inscrits au pointage avec leur premier tir. Contrairement au premier match, l'équipe qui a pris l'avance n'a pas réussi à la défendre. Les Oilers n'ont tiré que 19 fois. Stuart Skinner a fait face à 27 tirs. Les Oilers ont joué à court d'un attaquant et d'un défenseur pendant presque toute la rencontre. L'avantage numérique des Oilers a été tenu en échec en 7 occasions depuis le début de la finale. La série finale se poursuivra à Edmonton après 2 jours de congé. Les 2 équipes se retrouveront au Rogers Place jeudi soir. Une femme blessée par une rondelle de hockey il y a 10 ans recevra plus d'1 million. Une femme blessée par une rondelle lors d'un match de hockey sur patin à Roualigny il y a 10 ans à Langford sur l'île de Vancouver devra recevoir plus d'1 million de dollars selon la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Sherilyn Matthews avait poursuivi la ville de Langford, l'exploitant de l'aréna dans laquelle avait eu lieu le match et l'équipe de hockey locale. La décision de justice avait ensuite fait l'objet d'un appel, les défendeurs arguant que le
le montant versé était disproportionné par rapport aux blessures et au salaire de Sherry Lynn Matthews, mais jeudi, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a accepté à l'unanimité de rejeter l'appel. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.